Le forum du studio Kalangu. 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 Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le Forum de la Presse. Le Forum de la Presse, pour rappel, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la Presse de cette semaine, volet politique, le Niger vient de franchir une étape non moins importante avec la tenue des élections municipales et régionales de dimanche 13 décembre 2020. Analyse à suivre avec nos confrères sur les conditions de déroulement de ces scrutins. Volet politique toujours avec cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, celle de la nationalité d'origine de Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tareya, parti au pouvoir. À propos de l'éligibilité de ces derniers, de nouvelles requêtes ont été introduites à la Cour constitutionnelle par 7 candidats aux élections présidentielles. Nous reviendrons sur ces requêtes répétitives ainsi que sur la sortie médiatique de Salou Jibo, président du parti PJP Doubara. Volet sécurité de ce forum de la presse, nous parlerons de l'attaque meurtrière de Toumour dans la région de Difa et aussi l'assassinat du marcheur de la paix de la même région de Difa. Pour discuter et analyser ces faits de l'actualité, nous avons invité nos confrères El Hadj Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter. El Hadj Suleiman, bonsoir. Bonsoir Alassane. Nous avons également avec nous Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Et Maimouna Diado également, journaliste indépendante. Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum de la presse. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 18 décembre 2020. Le dimanche 13 décembre 2020, plus de 7 millions de Nigériens s'étaient été appelés aux urnes pour élire les conseillers régionaux, municipaux et des villes. Ces élections locales, faut-il le rappeler, ont été reportées à plusieurs reprises depuis 2016. Alors, El Hadj Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter, n'est-ce pas un défi majeur qui vient d'être relevé et par la même occasion un ouf de soulagement pour les populations? On peut le dire pour au moins quelques raisons. La première, on le sait, la CENI avait dit à l'occasion d'une réunion du CNDP qu'elle ne peut pas tenir ces élections, en tout cas selon son chronogramme. Elle a dit qu'elle ne peut pas, il faut les reporter. Mais les politiciens se sont concertés. Vous vous souvenez, à un moment, Omar allait voir le président Issou. Finalement, la CENI était donc un peu sommée de le faire. Et effectivement, ça c'est quand même un élément important. Et donc, ils étaient obligés de coincer son chronogramme. Deuxième raison, vous avez su, rien que le 10 décembre dernier, le vice-président de la CENI a fait un ultimatum aux partis politiques d'amener leur logo et leur signe donc distinctif pour faire les bulletins. Donc, ils ont retardé justement, une des raisons de retard, en tout cas des bulletins de vote, c'est aussi les partis politiques qui n'étaient pas à jour, en tout cas qui n'ont pas été vraiment alertes pour effectivement transmettre les documents qu'il faut à la CENI. Malgré les imperfections en tout cas constatées, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va, en tout cas, ça présage que si on corrige les manquements constatés, on va faire les législatives et les présidentielles en tout cas vraiment de manière vraiment plus en tout cas transparente. En tout cas, il y aura moins de problèmes parce que c'est un test qui vient d'être... Et ça permet déjà de relever les insuffisances pour pouvoir améliorer avant les présidentielles. De façon générale, franchement, moi j'ai suivi une dame qui a dit, depuis en tout cas 1993, elle a participé en tout cas à la CENI. Et en termes de transparence, en termes de clarté,
ces élections, en tout cas, sont les meilleures parce que tout simplement, les fichiers, tout celui qui a voté, ce n'est pas de la blague. Quand tu viens, tu vas voter en temps réel. Les délégués des partis politiques, tout le monde est là. Ça veut dire que c'est vraiment rassurant. Nous allons y revenir, Alain Suleiman, un peu sur les conditions et sur les appréciations par rapport au déroulé même de ces scrutins locaux. Hassan Boukar, réussir à organiser des élections qui ont été reportées à plusieurs reprises, c'est vraiment un coup de chapeau, n'est-ce pas, à la CENI? Oui, je pense que c'est quelque chose de bien. Les élections locales, pour moi, font partie des élections les plus importantes parce qu'il s'agit avant tout d'élections de proximité. Pour les citoyens de la commune, le maire, le conseiller, c'est quand même votre interlocuteur direct. Vous êtes beaucoup plus en contact avec eux sur les réalités de la vie quotidienne qu'avec un parlementaire ou le président de la République. Donc pour moi, c'est vraiment des élections importantes. Alors, c'est bien que ces élections se soient déroulées dans le calme. Je pense que on a dit beaucoup de choses sur la sécurité, sur le contexte dans lequel ces élections seront organisées, sauf dans la région de Difa, où pendant cette période, il y a eu des attaques. Je crois qu'on va revenir sur ces attaques de la région. Et déjà, c'est un pas important d'avoir réalisé cette période. Et comme le disait El Hadji Suleiman, c'est aussi du test avant les élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain. Ça permet de voir comment ça a été fait et quelles sont les erreurs. Par exemple, on viendra, j'imagine, sur les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Mais le fait d'arriver à le faire, on sait que pendant 10 ans, on n'a pas fait ces élections. Donc le fait enfin de faire ces élections, je pense que c'est une bonne chose. Maimouna Diado. Je ne peux que également emboîter le pas de mes confrères. En fait, c'est vraiment un pari gagné pour la CENI parce que nous savons également les enjeux que comportent justement ces élections municipales et régionales. Et ça a été reporté plusieurs fois. Il fallait décaler, il fallait avoir un consensus autour de la tenue. S'il faut les organiser avant ou après les élections présidentielles. Mais quand même, maintenant, tout le monde a vu, les élections se sont passées, donc on ne peut que dire chapeau à la CENI pour son implication totale dans bien sûr la tenue de ces élections municipales et régionales. Parlons des conditions justement de déroulement de ces scrutins. Les reporters du studio Kalangu en tout cas ont sillonné plusieurs centres de vote ici à Niamey et des informations nous ont aussi été rapportées par nos correspondants régionaux. Et les constats sont à peu près les mêmes, notamment le retard dans l'ouverture des bureaux de vote dû au retard ou à l'absence de certains agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ou encore la suspension des opérations de vote par manque ou absence de logo de certains partis politiques sur les bulletins. Comment expliquez-vous certains de ces manquements et comment peut-on prévenir ce genre de manquements? Les manquements, ça ne manque pas. On ne peut jamais réaliser ou procéder à des élections 100% sans manquement. Et je pense que comme vous venez de le dire à l'instant, que c'est des constats que nous-mêmes nous avons malheureusement suivis. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert à l'heure exacte. Il a fallu vers 11h midi pour que les électeurs puissent commencer à voter. Il y a, comme vous venez de le dire à l'instant également, des bulletins qui ne comportent pas de logo de certains partis politiques qui devraient être dans cette localité votée, donc qu'on doit voter. Sur le cas notamment à Maradi, la commune 3 où je sais pas, a été décelé à Maradi. Voilà. Donc c'est vraiment des petites choses parce que il ne faut pas voir que c'est de grandes choses. Je sais que c'est grand, pour d'autres c'est vrai. Si les lecteurs aujourd'hui qui se lèvent le matin à 8 heures, qui voudraient voter et qui ne peuvent pas voter jusqu'au-delà de 11h midi, et ça réduit également les chances de certains partis politiques aussi, parce que les électeurs n'ont pas que ça à faire. Et voilà, donc vraiment, c'est des choses qui arrivent et je suis sûr que la CENI tiendra compte donc de ces erreurs-là et pour pouvoir corriger pour ce qui est des élections prochaines. Alors, Hassan Boukar,
ces manquements qui ont été constatés. Est-ce que c'est le même constat que vous-même vous avez fait d'après le terrain et c'est que en tout cas les informations qui vous ont été rapportées? Et comment est-ce qu'on explique certains de ces manquements? Je pense que parmi les manquements, presque tout le monde parle de retard parce que les retards ont été vraiment importants en fait. C'est comme si certains bureaux ont divisé la journée en deux. Si vous arrivez à la mi-journée, vous n'avez que l'autre moitié de la journée pour faire les élections. Or, je crois que dans le code électoral, il y a quand même une durée pendant laquelle... Je pense bien qu'on parle de 11 heures. 11 heures. Alors, quand vous arrivez... Et le début, c'est 8 heures. Voilà. Quand vous arrivez à midi ou à 13 heures, comptez 11 heures, ça vous amène tard la nuit. Et donc, je pense que si d'aventure des gens tenteraient d'attaquer les résultats d'un bureau de vote, ça peut aller à des situations inconfortables, à mon avis. Donc, ces retards, certes, on est habitué à des retards, 30 minutes, 1 heure, on peut comprendre, mais finalement, toute la matinée, que les bureaux soient fermés, ça, c'est un problème. L'autre chose que moi, j'ai remarqué, par exemple, je ne sais pas les raisons pour lesquelles les choix des bulletins ont été faits. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé de voir plusieurs logos en fait, sur une même fiche. C'est-à-dire que la démarche qui a été faite, c'est que le bulletin unique pour ces... Sur le bulletin, vous avez un bulletin sur lequel vous avez, par exemple, dans le cas de Niamey, pour les élections locales, vous avez plusieurs logos en miniature, en face desquels vous avez le carré sur lequel vous apposez vos carré vide. Alors, j'ai l'impression que moi, j'aurais vraiment préféré les bulletins uniques pour chaque candidat. Pour chaque parti politique. Oui, ça a un coût. Alors, le fait de le faire sur une même feuille, on gagne en ressources. Mais pour moi, c'est beaucoup plus clair de le faire, n'est-ce pas, sur des fichiers. C'est quoi le risque? Vous pensez que cela pouvait tromper Écoutez, ces pays, quand même, tout le monde ne sait pas lire les logos. Vous les avez en miniature. Quelqu'un peut-être qui perd du temps à identifier quel est le parti et tout ça. Les logos, à mon avis, moi, je préfère encore les logos par parti, mis dans une enveloppe, et puis on les fait comme de par le passé. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Moi, le bureau dans lequel je votais, vous prenez les deux fiches à la fois. Donc, c'est écrit en fait sur les fiches élections au conseil des villes et élections des municipales. Alors, quand vous arrivez, on vous dit de plier et vous avez les deux urnes. Donc, vous mettez selon l'urne qui convient. Par contre, il y a des bureaux de vote dans lesquels vous votez un à un. C'est-à-dire vous venez prendre le bulletin pour le conseil des villes, vous partez, vous choisissez qui vous voulez, vous venez, vous introduisez dans l'urne, puis vous repartez faire le second. Mais si vous avez les deux, moi par exemple, là où j'ai voté, vous prenez les deux à la fois. Et donc, je me suis vraiment posé des questions. D'un point de vue technique, est-ce que c'est la meilleure démarche? Est-ce que la CENI a des bonnes raisons pour le faire? Mais pour moi, dans un pays où vous avez beaucoup d'analphabètes, des gens qui peuvent mettre du temps à identifier un logo et tout ça. Et cela peut-être aussi peut augmenter le risque de bulletin nul? Oui, parce que vous pouvez confondre. À mon avis, ça peut arriver. Vous pouvez confondre quand vous le faites. Mais lorsque vous le faites par vote, je pense que c'est beaucoup plus facile. Mais si vous avez les deux, à mon avis, il y a des risques de confondre. Et moi, je n'ai pas beaucoup aimé. Il a fallu... Alors, une des fiches est plus grande, l'autre est plus petite. Alors, quand il arrive au milieu, non, la plus petite, c'est ici. Bon, moi, je peux lire, c'est facile. Alors, j'imagine quelqu'un qui ne sait pas lire. Comment elle va gérer? Donc, moi, franchement, ça peut ressembler à un détail. Mais pour moi, d'un point de vue pratique, je n'ai pas beaucoup apprécié ce choix. Je me dis que ça aurait pu être fait autrement. Elhadj Suleiman, oui, vous voulez réagir? Oui, justement, par rapport à la question des bulletins. En fait, surtout, ce qu'il dit, ce n'est pas le fait que le bulletin soit unique, mais c'est le fait que les gens ont fait campagne sans bulletin. Parce que la campagne, en vérité, c'est venir avec le bulletin, montrer aux gens, voilà moi, ce qu'il faut voter pour moi. Les gens n'ont pas les bulletins pendant la campagne locale. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un handicap majeur en termes de campagne. Et du coup, beaucoup de lecteurs vont découvrir... Je pense que lorsque les gens ont leur bulletin, ils vont sensibiliser les militants. Ceux qui sont sur le terrain, on va les laisser, ils vont sensibiliser encore. Ce qui fait que quand tout le monde va venir au vote, il est bien informé, il sait qui il doit voter. Donc voilà, ça vraiment c'est un handicap majeur. Et j'ai dit quelque part aussi, les partis politiques sont responsables de ce manquement. Maintenant, pour le reste, je pense que il faut apprécier aussi l'évolution, l'innovation, à savoir le fichier.
le fichier, en tout cas, parce que vous voyez, aujourd'hui, en fait, l'élément le plus important, c'est la limitation, la réduction des fraudes. Il n'y a qu'une seule personne qui peut voter. Et encore, pour voter pour quelqu'un, il faut une procuration. Vous voyez, donc ce qui fait que véritablement, et aussi un autre élément important dans le processus d'enrôlement, peut-être qu'il faut le dire, le taux de participation, qui est un élément important. En tout cas, on est surpris. D'habitude, le local, les gens vraiment ne s'intéressent pas beaucoup. Mais cette fois-ci, le taux de participation, en tout cas, on n'a pas ça officiellement, mais en tout cas, les gens sont sortis voter. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce que l'enrôlement, il faut que tu te déplaces, contrairement à avant, en tout cas, tu vois, tu vas venir toi-même. Il y a déjà des efforts qui ont été fournis au départ, donc il faut aller au bout. Le fait que tu viennes toi-même peut-être t'enrôler, il y a une volonté, une motivation à venir voter. En tout cas, on a constaté que le taux de participation, en tout cas, était vraiment appréciable, en tout cas, de mon point de vue. Donc, je pense que maintenant, ce qu'il faut dire, il faut se réjouir donc qu'on va améliorer justement en tout cas, tous ces manquements. Et je pense que le test permettra, en tout cas, ça augure en tout cas des élections. Parce que l'élément important aussi qu'il faut noter, parce que tout est clair et fluide, au niveau des PV, il y a moins de problèmes parce que tout simplement, tous les partis politiques sont là, tout est clair en compte et les gens signent. Alors que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de confusion, les gens vont voter plusieurs fois, ce qui fait que quand on vient maintenant pour les PV, c'est une bagarre entre les partis politiques. Cette fois-ci, vraiment, en tout cas, on a fait économie avec ce genre de difficultés. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Je veux dire, par exemple, Hassan Boukar, un des aspects qui est difficile à juger, c'est la corruption. La corruption autour des... Les achats de conscience, vous voulez dire? Les achats de conscience autour des opérations de vote, c'est difficile à matérialiser. Mais si vous écoutez les réseaux sociaux, c'est comme si c'est finalement devenu une habitude. Les gens, il y a toujours ces choses qui se passent. Maintenant, c'est difficile à matérialiser en fait ces choses. Et à documenter. Voilà. Maintenant, je me demande une institution comme la ALSIA, dont un des rôles, c'est de prévenir et de lutter contre la corruption. Je ne sais pas s'il y a qu'il y a un dispositif qui a été mis en place, effectivement. Je me pose la question. Bien, nous passons au second sujet. Restons toujours dans ce chapitre politique pour parler de l'affaire de nationalité d'origine du candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed. Les acteurs politiques de l'opposition, notamment, ne lâchent pas l'affaire. 7 candidats aux élections présidentielles et législatives prochaines ont introduit une nouvelle requête à la Cour constitutionnelle afin que cette dernière déclare inéligible à l'élection présidentielle M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya. Alors, Hassan Boukar, comment expliquer la motivation et la ténacité de ces candidats à voir Bazoum Mohamed éliminé de la course au fauteuil présidentiel? C'est de bonne guerre. Je pense qu'on peut l'apprécier de plusieurs façons. On peut voir des candidats qui partent avec un autre qui apparemment ne remplit pas les conditions, puisque c'est ce qu'ils disent. Donc, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions, c'est logique que les gens cherchent à dire s'il ne fait pas les conditions, il doit être sanctionné, d'autant plus que d'autres candidats ont été sanctionnés. Puisqu'il y avait, je crois, une quarantaine de candidats. Il y a une dizaine qui ont été déjà sanctionnés pour ne pas remplir certaines conditions. Alors, ceux qui persistent ont l'impression qu'il y a un candidat qui fait l'exception, en particulier les candidats du pouvoir. Donc, les autres se battent en disant non, s'il y a une sanction, la justice veut qu'il soit sanctionné comme les autres candidats. Maintenant, la deuxième chose, les gens disent, écoutez, c'est une disposition constitutionnelle, ce n'est pas quelqu'un qui en veut au candidat du PNDS. La Constitution dit qu'il faut être nigérien d'origine. Et donc, il y a un certain nombre d'informations qui circulent, qui laissent croire qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires par rapport à la candidature de M. Bazoum. Et pour moi, une des choses que j'interroge, c'est un peu, par exemple, sa sortie sur la télévision nationale où il avait, à la suite d'une plainte déjà déposée par certains de ses adversaires, avoir fait lui-même des déclarations. Ces déclarations ont été remises en cause par la Cour qui, par rapport au numéro d'une pièce qu'il a utilisé, exemple, il avait annoncé avoir été attaqué sur une pièce, je crois, dont le numéro a été annoncé par ses adversaires. Alors, tout le monde dit que M. Bazoum a dit qu'il n'a jamais utilisé, qu'il ignore, qu'il ne connaît pas cette pièce, mais la Cour rappelle qu'il l'a déjà utilisée en 2016. Donc, ça fait une position un peu gênante, à mon avis, qui fait que finalement, les gens peuvent continuer à douter davantage sur cette question-là. Et cela motive le fait que les gens veulent aller jusqu'au bout.
Oui, je pense que d'abord, imaginez, c'est quand même le candidat du pouvoir, M. Bazoum. Je pense que tous ceux qui citent des favoris dans cette élection le citent aussi comme favori. C'est donc un adversaire pour les autres. Il est donc tout à fait normal que les gens posent cette question. J'ai l'impression que c'est vraiment pour la première fois qu'on a un problème de cette nature, de cette taille sur les élections. Portant sur la nationalité. Voilà, portant sur la nationalité, au point où on est parfois surpris un peu par la façon dont le débat se pose. Mais j'ai l'impression que... Alors, je me demande, est-ce que c'est finalement devant les tribunaux que cette question aurait-elle pu être réglée? Est-ce que ça révèle finalement tout le manque de consensus, tous les conflits qui ont traversé la classe politique? L'intérêt que peut-être le Conseil national du dialogue politique aurait pu... peut-être. Le Conseil, pas seulement le Conseil, mais je veux dire, je pense que pendant ces 2-3 dernières années, on a quand même tous déploré le manque de consensus entre les acteurs politiques. Je pense que ceux qui ont le pouvoir considèrent qu'ils sont suffisamment forts pour faire ce qui leur semble bon. Les autres ont toujours décrié. La preuve, on parle d'élection. Je pense que l'opposition n'a jamais pris sa place au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a, à mon avis, une sorte de malaise qui traverse la classe politique qui fait que cette affaire de Bazoum est peut-être aussi une des manifestations de ce malaise sur la classe politique, etc. Bon, alors, les gens sont quand même à l'aise en disant, écoutez, c'est la Constitution qui pose, et donc, en nous engageant, on défend une disposition de la Constitution. Oui, de ce point de vue, ils ont tout à fait le droit de le faire. Maïmouna Diado, comment vous lisez cet acharnement, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi, de ces candidats, en tout cas à la présidentielle, donc, qui sont à l'opposition, qui introduisent à nouveau une requête au fin de déclarer l'éligibilité, en tout cas inéligible, le candidat du PNDS Taraya. Est-ce que c'est comme Hassan Boukar l'a rappelé, cela traduit un malaise de longue date? Justement. Entre les deux camps. Entre les deux camps, il n'y a jamais eu donc de pourparlers sérieux. Il n'y a jamais eu de consensus. Et les élections ont été boudées, même pas les élections, le processus même a été boudé par les autres, donc les opposants. Et je me dis que en introduisant les requêtes, il veut tout simplement également montrer que nous sommes en politique. Et en politique, il y a plusieurs cartes qu'il faut jouer avec. Donc, peut-être l'opposition et les autres partis politiques aujourd'hui qui contestent la nationalité de Sieur Bazoum veut tout simplement également montrer qu'ils détiennent, par exemple, peut-être, qui sait, parce que personne ne sait aujourd'hui, peut-être qu'ils ont des nouvelles preuves de ce qu'ils avancent. Personne ne sait. Eux, ils le savent peut-être. Et je me dis qu'ils sont également dans leurs droits. Ils sont également dans leur droit de porter plainte et d'introduire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle revienne encore clarifier les choses. Et cette fois-ci, ça ne sera pas également pour les politiciens, mais ça sera l'opinion nationale qui sera peut-être également mis au parfum de cette situation. Parce que quand vous regardez, d'abord c'était l'opposition. Avant l'opposition, c'était d'autres candidats au niveau donc de DIFA qui avaient saisi la cour à un moment donné de DIFA. Et parallèlement, il y avait également certains de ces candidats-là qui avaient déposé à la cour. Il y a l'opposition et après l'opposition aujourd'hui, vous voyez, c'est l'APR qui vient. Nous allons en venir, Maïmouna, sur cet aspect. Et puis Salou Joubo aussi qui sort. Nous allons en parler, Maïmouna. D'accord, je me dis que vraiment, peut-être qu'ils ont de nouvelles preuves qu'ils vont introduire. Qui sait? Personne ne sait. Elhadj Souleymane Mahamadou, comment vous lisez en tout cas, cette série d'événements dans le feuilleton de la question de nationalité et d'origine du candidat du PNDS Taraya? Donc, pour moi, nous sommes en campagne électorale. Donc, en politique, tous les coups sont permis. Donc, je vois en cela une posture politique. La question a été appréciée à 2 reprises par la Cour constitutionnelle. À 2 fois, elle a rejeté, même en introduisant donc les nouveaux éléments qui consistent à dire que
il y a 2, sinon même 3 certificats de nationalité, dont un seul numéro. La Cour a considéré que ces éléments, c'est imputable à l'administration, ce ne peut pas être la responsabilité du candidat Bazoum. Donc, c'est dire que véritablement, si les requêtes, les autres plaintes qui vont venir, s'il n'y a pas de nouveaux éléments, elles vont subir certainement le même sort. Mais maintenant, ce qui est inquiétant, c'est le fait que de considérer que tant que la Cour ne disqualifie pas Bazoum, elle ne dit pas le droit. Et les gens sont dans leur bon droit de toucher le juge. Les journalistes que nous sommes, les avocats, les juristes, les hommes politiques, chacun joue de faire leur débat. Mais en dernière instance, c'est les juges de la Cour constitutionnelle qui vont trancher. Et de ce point de vue, ça fait un débat assez gênant lorsqu'on veut forcer la main, en tout cas, de donner le droit dans un sens ou dans tel autre. L'autre élément d'appréciation de cette question, vous voyez, quand il dit que c'est une posture politique, comment considérer, comment accepter que ceux-là qui voudraient en tout cas dire que Bazoum n'est pas nigérien, ce n'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. Tant qu'il n'est pas nigérien, mais récemment on avait fait après son décès, il est mort comme un des meilleurs présidents de la République. Mais pourtant, étant qu'il n'a jamais cassé son côté mauritanien parce que c'est pas les reçoit. Donc c'est vous dire que c'est une posture politique. Effectivement, il y a de l'opportunisme politique ici. Véritablement disqualifier le candidat qui est en tout cas favori pour ces élections. Vous voyez, effectivement, il y a des gens qui sont en train de saliver. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que cela arrive. Donc c'est dire que c'est une posture politique. Maintenant, on va voir. Pour vous, en tout cas, tout ce qui se passe là n'est pas basé sur vraiment des preuves concrètes, mais simplement des postures politiques. Fondamentalement, c'est une posture politique, à savoir qu'il y a de l'opportunisme dans ça. Mais ce que je voudrais dire, en tout cas, je ne nie pas. La Constitution a parlé de l'expression d'origine. Maintenant, la Cour a apprécié cela. Et je dis encore une fois, ça, il y a des étudiants qui ont en tout cas fait le témoignage. Bazoum lui-même, il est né au Niger, ses parents, ses grands-parents, un intellectuel nigérien en tout cas a dit, si Bazoum, dans le cas où il est venu à pied au Niger, en quittant la Libye, donc des années 80-70, qui a du pétrole, pour venir aller à Daskar, il faut lui faire une statue. Donc pour dire qu'en réalité, ce n'est pas alors, évident. Alors, Suleiman, nous allons poursuivre toujours dans ce même chapitre. On a vu qu'en dehors de ces candidats qu'on a annoncés, on a vu cette sortie médiatique, en tout cas inhabituelle, celle du général à la retraite Salou Jibo, président du parti PJP Doubara. Ce dernier a invité les partis membres du CAP 2021 et a convié également la presse pour une déclaration dans laquelle il a annoncé sa volonté aussi d'introduire une requête à la Cour constitutionnelle contre toujours l'éligibilité de ce candidat, Bazoum Mohamed. À ce sujet, toujours, on a vu également, Maïmouna l'a annoncé, l'a suggéré tout à l'heure, aussi l'Alliance pour la paix et la République APR, dirigée par Seynou Omar, qui a également fait un communiqué dans lequel il appelle les membres de la Cour constitutionnelle au respect notamment de la Constitution et les lois de la République dans les jugements et contentieux portés devant la Cour constitutionnelle. Alors, comment analyser ces réactions en cascade et ces sorties? J'étais venu à reporter à la déclaration de Salou Jibo et il avait dit qu'il va parler en tant qu'ancien chef d'État. Il est président du PJP de Bara. Mais il a pris le soin de dire qu'il va parler en tant qu'ancien chef d'État. Oui. Et en résumé, je retiens deux choses. Il dit qu'il a une requête à déposer pour contester la candidature de Bazoum. Et deuxième élément, il a appelé le président de la République à convoquer le Conseil de la République parce qu'en son sens, il y a péril à la demeure. Donc ici, vous voyez, une des premières observations que j'ai fait par rapport à son geste, pourquoi Salou Jibo a attendu même au lendemain des élections locales. Et ça, c'est un argument aujourd'hui du pouvoir, en tout cas du PNDS. C'est parce qu'effectivement, ils ont vu la tendance qu'ils ont perdue. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, ce débat se faisait pendant plus d'un an. Salou Jibo était là dans ce pays et n'a pas voulu l'apprécier. Donc, on dit que c'est parce que peut-être il veut le vote de l'Omana. Bref, en tout cas, il est venu sur le tard. C'est son bon droit.
Mais la question, et effectivement, l'autre observation à faire, c'est effectivement les invités de marque. En plus de gens de la CAP 2021, il y a le Al-Badaï de Jamahouria qui était là. Sen Omar n'était pas venu, mais il s'est fait représenter par, en tout cas, un représentant en tout cas. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, nous sommes mais est-ce que cela ne va pas au-delà du simple fait qu'il a fait un mauvais score, entre guillemets? Non, je ne le dis pas, mais je constate qu'il a fait ça sur le tard. Mais aussi, c'est le ton de menace des institutions, parce que tout se passe comme si c'est Salou le putiste. Il pense en tout cas peut-être qu'il est encore puissant comme il était hier pour menacer les institutions. Et je pense que véritablement, quand vous suivez en tout cas cela, et l'autre élément, c'est ce que je viens de dire, Salou Jibo dans sa prétention, si la Cour constitutionnelle effectivement ne disqualifie pas Bazoum, ça je peux le dire en tout cas, à partir de ma lecture entre les lignes de son message, c'est qu'elle n'aurait pas dit le droit. Et ça, vous voyez, je dis encore une fois... Je me rappelle, il a dit par exemple que la suite des actions qui seront amenées à accomplir des actions vont dépendre de la décision de la Cour constitutionnelle. Absolument. Donc, c'est-à-dire que c'est cela, en fait, lorsque maintenant la Cour constitutionnelle, en tout cas, on doit la laisser trancher, mais voilà pourquoi, effectivement, dans ces conditions, au-delà de la posture politique, il va falloir laisser le peuple trancher. C'est ça aussi l'autre aspect qui nous parle. En quoi faisant? À laisser effectivement tout le monde aller voter. C'est-à-dire qu'ici, moi je pense que nous sommes à moins... Pour aller voter, il y a quand même des conditions à remplir. On est d'accord. Avant d'aller voter, il faut remplir des conditions. Mais en fait, ici, ce qui est important, le processus, en tout cas déjà, la Cour a apprécié par 2 fois. C'est important parce que les juristes disent que vraiment, si on n'a pas tendance à, en tout cas, à tout simplement décrédibiliser les institutions, vous ne pouvez pas demander 2 fois ce qui est apprécié. Et maintenant, si vous n'avez pas de nouveaux éléments, et je dis encore une fois, si jamais ils n'ont pas de nouveaux éléments, leur requête va être rejetée par la Cour. Bien. Alors, Hassan Boukar, on a vu cette sortie médiatique de Salou Jibo qui a rendu une déclaration en tant qu'ancien chef d'État. Et Suleiman le rappelait qu'il y avait aussi des invités de marque qui étaient conviés à cette rencontre. Alors, comment vous analysez cette sortie, en tout cas inhabituelle? Moi, je comprends ce que Suleiman est en train de dire et chacun est censé le dire. C'est-à-dire, normalement, dans un pays, si on dit lorsque la Cour concernera une décision, normalement, c'est la fin. Il n'y a pas d'autre recours possible. Mais je rappelle qu'avant Salou Jibo, ce n'est pas passé inaperçu. C'est quand même un avocat qui a quand même commenté ces décisions de la Cour. Et pour le profane de droit que je suis, j'ai l'impression que lui-même, il est surpris de la décision de la Cour. C'est comme si cette décision va contre la logique. C'est vrai, c'est un avocat, c'est partisan, il a un client à défendre. Mais en même temps, il pose un certain nombre de questions qu'une partie de l'opinion épouse. Mais rappelons aussi, ouvrons les yeux et regardons le contexte régional et international. Les décisions de la Cour constitutionnelle soulèvent souvent beaucoup de débats, pas seulement chez nous, mais aussi ailleurs. Lorsque tout le monde n'est pas juge, mais chacun s'est fait une idée de la logique et de la justice. Lorsqu'on a l'impression qu'une décision d'une instance aussi importante que la Cour constitutionnelle heurte la logique, qu'est-ce que j'ai dit, heurte la logique? C'est-à-dire que les gens ont l'impression que par rapport à une situation, voilà ce que veut la logique. Mais dès lors qu'ils ont l'impression que la décision, qui peut être légale, tout à fait légale, c'est la Cour qui l'a rendue, c'est légal. Et donc, même si elle est légale, si les gens ont l'impression, pour une raison ou une autre, à tort ou à raison, qu'elle heurte la logique, les gens posent des questions. Nous sommes voisins du Mali, on sait comment une décision de la Cour constitutionnelle malienne a été traitée, finalement elle s'est retrouvée dans la rue, on connaît la suite. Je pense que dans nos pays, surtout lorsqu'on est dans un contexte où, avant déjà l'élection, l'opposition avait déjà pointé le juge constitutionnel en disant on n'a pas confiance à ce juge constitutionnel. Ils ont dit un certain nombre de choses que tout le monde connaît. Il y a même un livre blanc, je crois, dans lequel ils ont déjà stigmatisé. Alors, je pense que c'est à la suite de tout ça qu'on a cette sortie de l'APR et de Salou Jibo. On peut dire Salou Jibo, ancien chef d'État, mais l'APR fait partie de la majorité présidentielle. Ne l'oublions pas. Ils sont restés avec cette majorité jusqu'à la fin. Mais eux aussi, ils interrogent. Et dans leur communiqué, ils disent non seulement les citoyens, mais même les spécialistes se posent des questions par rapport à cette décision. Alors, est-ce que vous vous interrogez aussi par rapport à cette sortie qui vient à un moment donné, au lendemain des élections locales? Tout à fait. Je veux dire, par rapport à certaines questions importantes, le fait qu'une institution comme la Cour constitutionnelle rende une décision, ça veut dire que du point de vue du droit,
vous n'avez pas à revenir là-dessus parce qu'il n'y a pas de recours. Comme Suleiman l'a rappelé, par exemple, quand Salou Djibo dit « je vais réintroduire une nouvelle demande », c'est comme s'il dit « votre première décision ne me donne pas satisfaction, donc je vous demande de juger de nouveau ». Comme si on prolonge, c'est comme si non, la décision que vous avez rendue, elle ne m'arrange pas, je veux une autre décision. De ce point de vue, ce n'est pas acceptable. Mais je veux dire, le fait qu'une institution face à un problème aussi important que l'élection du président de la République, le fait qu'il nous court rendre une décision ne vide pas totalement la question aux yeux des citoyens. Il peut toujours avoir, au sein d'une partie de l'opinion, le sentiment que la décision de la Cour, elle n'est pas bonne. Et qu'est-ce qu'il dit, Salou Djibo dit, on va imposer un candidat et peut-être un président de la République. C'est-à-dire, c'est comme s'il dit, le pouvoir en place a un candidat qu'il veut coûte que coûte imposer et peut-être qu'il va le faire élire. Et c'est comme si les décisions de la Cour vont dans le sens justement de conforter cette position-là. Et là, je pense qu'ils le font parce qu'ils savent qu'il y a une partie de l'opinion qui s'interroge. Regardez les réseaux sociaux, suivez les discussions publiques, il y a quand même une partie de l'opinion qui s'interroge sur les décisions rendues par la Cour. Du point de vue du droit, il n'y a pas de recours à faire, évidemment, mais les gens se posent des questions. Et peut-être là où je suis d'accord avec les gens qui disent, par exemple, mettez-vous à la place de Bazoum, lui-même, à mon avis, ce qui l'arrangerait, c'est qu'il y ait une situation claire. S'il est favori... Parce que certains ont dit que pour beaucoup de chefs d'État ou de personnalités qui ont été mises en cause de cette manière, la première chose a été de publier des documents... Mais en tout cas, je veux dire aujourd'hui, s'il y avait une situation totalement claire sur sa nationalité, le premier qui en bénéficie, c'est d'abord lui. Ça lève tout doute sur sa nationalité. Supposons qu'il soit élu, j'ai l'impression que si cette question-là n'est pas traitée au fond, ça va continuer à dessus. Au moins une partie de l'opinion va continuer à douter sur ça. Bon, Maïmouna, est-ce que ces déclarations et ces mises en garde, si on peut les appeler ainsi, sont susceptibles de changer la donne de façon pratique? Ça va changer la donne comment? C'est ça. Si aujourd'hui, Salou Djibo introduit une requête, peut-être que... à la suite de la requête introduite par les 7 candidats dont on a parlé. C'est ce que je suis en train de dire. S'il n'y a pas de nouveaux éléments, ça sera toujours rejeté par la Cour. Et la sortie d'abord médiatique donc, de Salou Djibo, en tant qu'ancien chef d'État, il ne s'adressait pas en fait à l'opinion, mais il s'adressait directement au président de la République. C'est ça, en fait, qu'il faut. Et justement, est-ce qu'il y a une posture, est-ce qu'il y a quelque chose que le président de la République peut faire dans ce genre de situation? Mais en interpellant le président de la République, il veut tout simplement que le président de la République, parce qu'il sait que tout ce qu'il va se faire maintenant, c'est autour donc du président de la République. C'est le président de la République qui peut seul prendre peut-être une décision pour voir l'intérêt peut-être de la population. Et c'est ça, en fait, son discours. Et deuxièmement, secondo, je ne sais pas si vous vous rappelez du deal qu'avait annoncé il y a 2 ans ou 3 ans par Hama Amadou entre Salou et le président Issoufou. Peut-être ici, le deal, il y avait peut-être un deal qui, lui, aujourd'hui, il voit que... Bon, il n'est pas satisfait. Certains pensent, mais ça reste encore des suggestions, ça reste des... Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, à 2 semaines de la tenue de ces élections législatives et présidentielles, juste 11 jours, donc 10 jours, bon, un président, un candidat de son parti, un candidat du PJD comme Doubara, sortent pour réclamer, pour dire au président de la République de convoquer le Conseil de la République. Donc l'objectif pourrait être de prendre des décisions dans l'intérêt de la nation, c'est ça? Ça devrait se faire depuis. Moi, je me dis que ça devrait se faire depuis. Mais là, peut-être lui seul sait, mais ce que je sais, en s'adressant dans cette déclaration, il s'adressait tout simplement au président de la République. Là, justement, nous allons terminer avec le dernier sujet parce qu'il nous reste pratiquement que 5 minutes. Alors, parlons de l'attaque de Toumour. Donc, je le disais, c'est un village situé à environ 115 km de Difa, qui a été cible d'une attaque armée entre le 12 et le 13 décembre passé, selon un communiqué du ministère de la... En tout cas, c'est du ministère de la Défense nationale. L'attaque a occasionné la mort de 28 personnes, plusieurs blessés. Maïmouna, pourquoi des populations de la région de Difa continuent de subir ces pertes en vies humaines depuis maintenant pratiquement 5 ans, malgré les efforts des uns et des autres, en tout cas pour éradiquer cette situation?
Bon, nous savons que la zone de Difa, de toutes les mille manières, c'est une zone d'insécurité et ça n'a toujours pas, peut-être ça a un peu, à un moment donné, calmé les choses, mais ça ne veut pas dire que c'est fini totalement. Donc, l'attaque de Toumour, tout le monde, on a suivi, on était surpris en tout cas, de voir que durant 4 heures de temps, ces populations étaient vraiment entourées de Boko Haram qui faisaient ce qu'ils voulaient donc, de Toumour. Et vous avez vu 28 morts, quand même, c'est pas... Et plusieurs blessés dans des incendies, dans des noyades. Parce que Toumour, c'est aussi cette zone où il y a des déplacés internes. Oui. Et bon, aussi maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de voir la situation géographique de Toumour. Pour ceux qui connaissent, Toumour n'est pas loin quand même de Difa. On estime à 75 km de Difa et à une vingtaine de kilomètres de Bosso. À Bosso, quand même, il y a des militaires qui sont stationnés là-bas au niveau donc, de Bosso et qui pouvaient intervenir avant même que Difa intervienne. Mais on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que les alentours de Toumour a été laissé... Qu'il y ait ce genre d'attaque sans qu'il y ait des poursuites peut-être ou des interventions à l'heure. Les populations ont été laissées à elles-mêmes. Ça veut dire que dans cette zone, pratiquement, si on regarde, il y avait même pas... Les militaires ne sont pas présents dans cette zone-là. Et c'est ça, en fait, qui doit interpeller. Ça veut dire que comme nous savons que Difa, c'est une zone d'insécurité. Les petits recoins de Difa doivent être quand même sécurisés par des militaires. Hassan Boukar. Oui, je dirais... L'attaque de Toumour et puis un mot sur on parlait aussi en titre, j'en parlais, la mort du marcheur de la paix, le nommé Hamani Saka, qui a été tué à Chetimari, à l'entrée de la ville de Difa. Sur Toumour, je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est la énième attaque sur Toumour. C'est vraiment la énième attaque. Non, loin de Difa. Non, loin de Difa, 70 km. Et ils sont là pendant 4 heures de temps. Donc la question que tout le monde se pose, Bosso est à une vingtaine de kilos, ils sont à 70 kilos, 75 kilos de Difa. Pourquoi ils peuvent, pendant 4 heures, intervenir, tuer presque une trentaine de personnes sans qu'il y ait une intervention de FDS? C'est quand même une question que tout le monde se pose. Il y a autant de monde à Toumour parce que dans tous les parages, je pense que les villages, à la suite des attaques successives de Boko Haram, les gens se sont installés ou à Bosso ou sont revenus à Toumour. C'est pour ça que vous avez beaucoup de monde dans des localités qui, en temps normal, en fait, la vie, il n'y a pas beaucoup de personnes, je veux dire, mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a énormément de personnes qui sont venues s'installer du fait justement de l'insécurité en pensant trouver un refuge à Toumour. Alors là, vous avez des gens qui sont venus, les liquidés pendant 4 heures de temps, venus tuer, brûler. Et d'après les informations qu'on a, c'est qu'il y a des mouvements importants de population qui sont en train Mais c'est normal. C'est un peu aussi ce qu'expliquait le gouverneur de Difa en disant les gens sont en train de partir. Et le plus grave, il dit ils ne savent pas où aller. Et ça, c'est extrêmement grave dans cette zone. Et ça fait 5 ans que ça continue comme ça. Alors, évidemment, les populations ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Ça fait 5 ans. Le gouvernement, à un moment, au début, avait laissé croire, rappelez-vous, de la façon dont les populations de lac Tchad ont été déguerpies. Les gens avaient l'impression que c'est quelque chose qui s'est terminé au bout de quelques mois. Les gens ont quitté leur village. Aujourd'hui, ça fait 5, on est peut-être dans la 6e année. Les gens ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Alors, un mot sur le marcheur de la paix. Ce dernier qui voulait, en tout cas, apporter la paix. C'est un symbole. C'est un symbole qui a été tué. Quelqu'un qui se bat pour la paix dans une région qui en a grandement besoin et qui est liquidé aussi par ces groupes terroristes. C'est bien dommage. Mes condoléances, je pense qu'il a le droit aux condoléances de tous ces pays. Je pense qu'il marche au nom de tous les pays avec le drapeau nigérien aux épaules. Et c'est quand même un symbole pour moi. C'est un symbole qui a été tué. Elhadji Souleymane Mahamadou, est-ce que, par exemple, qu'est-ce que l'État du Niger peut-il faire pour honorer la mémoire de cet homme, le défunt Hamani Saka, qui a perdu la vie en voulant promouvoir la paix? Avant de parler de Hamani Saka, effectivement, pour répondre à votre question, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps que je ramasse. Ce que l'État doit faire, justement, c'est que j'ai suivi vraiment le cri de cœur du gouverneur de Difa, Issa Lemene, sur un média international. Il a dit clairement, et vous savez, l'homme, il est amené là-bas non seulement pour son courage et aussi son franc-parler. Il dit aux militaires de craindre Dieu.
Et le débat qu'il pose, c'est qu'en tant qu'autorité, premier responsable de la région, s'il parle comme ça, c'est quelque part, effectivement, il doit avoir une défaillance. On n'accuse personne, mais lui-même, en tant qu'autorité, les autorités militaires, en tout cas, doivent véritablement se retrouver pour dire que le dispositif, en tout cas en place, il doit avoir en tout cas une défense. 4 heures de temps, ou bien lui, il a dit 3 heures le jour-là. Donc, il n'y a pas d'intervention. Sans intervention. Franchement, ça ne peut pas s'expliquer. Donc, terminons rapidement sur le marcheur parce qu'on a pratiquement épuisé le temps. Ça montre que ces touristes, effectivement, c'est une opération de communication. Ils savent que le tir, c'est vraiment l'émotion. Et vous avez, seulement avant-hier ou hier là, au Nigeria, ils ont pris 330 enfants. C'est vous dire que véritablement, peut-être qu'il va falloir faire ce qu'avait Déby dans la zone là, en tout cas cette opération je veux dire que de ramassage, de ratissage en tout cas, pour véritablement chercher, parce que franchement ça continue, et effectivement à des fois j'imagine que véritablement le peu d'espoir souvent qui naît, il est remis en cause quand il y a des actions comme ça, franchement. Juste un mot. Les communautés alertent quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, au début du conflit, on a l'impression que les communautés ne collaborent pas. Les communautés alertent dès qu'il y a des signes inquiétants. Mais il n'y a pas de réaction après les alertes. 30 secondes, Maimouna, vous avez un mot à ajouter? Merci, nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Je rappelle que nous étions en compagnie de nos confrères Elhaj Mohamedou Suleiman du journal en ligne Niger Inter, Maimouna Diado, journaliste indépendante, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de ce forum. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali, la régie vidéo assurée par Ayuba. Merci à tous. Je vous rappelle le rendez-vous de ce week-end sur les 46 radios partenaires désormais du studio Kalangu pour le programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de Tous à la Fada. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa, une rediffusion du forum Mariage des enfants au Niger, ampleur et voie de recours. Et dimanche, le forum en Zarma sur élection présidentielle au Niger, émission spéciale numéro 4. Bonsoir.